Alors, tu arrives à voir de là où tu es? Alors, vous voyez, l'énéagramme, c'est un outil, hein, c'est un outil de connaissance qui définit que sur Terre, vous avez 9 types de personnalités, de comportements, voilà, de manière de percevoir la vie, qui est souvent liée autour d'une blessure pour l'enfance. Une blessure de rejet, blessure d'abandon, blessure qui va faire que vous allez commencer à regarder la vie à travers certains filtres. Tous les filtres de l'ego qu'on connaît tous. Et on va commencer à regarder donc les choses à travers toujours ce filtre, ce qui fait qu'on ne va pas toujours se comprendre avec les autres. Donc l'énéagramme décrit 9 filtres de base, 9, et on rentre tous à peu près à 60-70% dans ces filtres-là, ce qui est quand même beaucoup. Hein, donc si par exemple il y a des personnes qui sont plutôt du type 9, il peut être 9 avec du 1, du 9 avec du 8, ou avec les deux, ça va modifier les personnalités. Hein, ça fait presque 3 sous-types. Et il y a aussi ce qu'on appelle des flèches, qui fait que souvent les 9 vont avoir du 6 et du 3, avec certaines proportions. Okay, donc les flèches, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le 9, quand il évolue, ou quand il évolue, il va vers ses flèches, tout simplement. S'il évolue, il va prendre les qualités du 6 et du 3. S'il évolue, il va prendre les défauts du 3 et du 6. D'accord? Il prend les deux en même temps. Et puis, il peut avoir ce qu'on appelle des ailes, c'est-à-dire que vous avez, c'est souvent dans la famille, hein, très souvent c'est soit le papa, soit la maman, ou des gens qui ont beaucoup d'importance pour vous, mais c'est des influences qui ont été fortes, hein, qui va colorer votre typologie. Par exemple, je connais énormément de 9 qui ont des ailes 1, mais c'est pratiquement une personne sur 2, et c'est vraiment flagrant. Alors que des ailes 8, on n'en voit pas beaucoup. Et des 9 purs, il y en a aussi, mais c'est moins... voilà. Mais les 9 avec du 1, c'est vraiment très courant. Et chaque fois, on se rend compte que les 9 ont un papa du type 1. Pratiquement à 80%. C'est vraiment très étonnant. Donc il y a des choses qui reviennent comme ça, hein, qu'on découvre. Et donc, si vous êtes un 2, vous pouvez avoir une L3 ou une L1, et ainsi de suite. Donc ça vous indique aussi votre chemin d'évolution, vers où vous devez aller pour évoluer. Que vous devez acquérir, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup d'avantages à connaître son type. Maintenant, potentiellement, on est tous les types. À la base, on est tous les types. Parce qu'à la base, sur le plan spirituel, il n'y a qu'une, comme disent, il n'y a que le grand esprit. Il n'y a qu'une source. Donc à la base, nous sommes tous un. Mais on s'est spécialisé, on s'est un peu diffusé, spécialisé pour devenir ce que nous sommes, pour qu'il y ait une histoire en fait. Si on était toujours pareil, il n'y aurait pas d'histoire. Donc pour pouvoir se raconter des histoires, on s'est différencié, comme ça on arrive à se redécouvrir et à retrouver qui on est à travers les autres. Et normalement, quelqu'un de très évolué va finir par acquérir tous les points de vue de chaque type, ce qui fait qu'il va monter dans ses niveaux et il va arriver au sommet de la typologie énéagramme, donc 9 types avec 9 niveaux. Là, ça veut dire que c'est un type éveillé, ce qu'on appelle éveillé, c'est-à-dire très ouvert, sans jugement aucun, et qui est dans un état d'amour. Hein. Ça, c'est dans chaque stéréotype que ça fait? Chaque. Okay. Mais, par exemple, quel que soit le type qui arrive à ce niveau-là, c'est un type fondu, quoi. C'est-à-dire que son type est vraiment, on le reconnaît juste à son énergie, mais il a acquis toutes les qualités de tous les types. Donc, il sort pratiquement de l'énéagramme. Hein, on va dire que l'énéagramme, c'est un chemin expérimental de l'ego, et là, il sort de l'ego. Il aura quand même une couleur, une manière d'être qui va être liée à son type. Hein. Alors, vous prenez des maîtres zen, ou des gens comme Amma, ou Mère Teresa, ou des choses comme ça, l'amour n'est pas incarné de la même manière. Des fois, c'est très sobre, c'est très dans la conscience de la paix. D'autres, c'est beaucoup plus ouvert, dans le contact, vous voyez, plus corporel. Donc même si vous êtes arrivé à des niveaux, vous gardez quand même une empreinte hein, qui est importante. Et c'est tant mieux. Hein. Donc les niveaux, là, on va les revoir. Mais à la base, l'énéagramme, il est né de ces 3 chiffres. 9, 6, 3, enfin de ce triangle. Ce triangle, on le retrouve constamment dans toutes les traditions, hein, qu'elles soient religieuses ou même dans un physique antique ou autre, on retrouve toujours ces choses-là.
Donc vous avez la médiation qui est représentée par le 9. Le 9, lui, va représenter la source originelle, avant qu'il y ait la création. Il n'y a pas de création quand il y avait le 9. Avant le Big Bang, si vous voulez. Okay. Donc le 9, lui, il incarne le tout, qui n'a pas d'ego. Et c'est bien le problème des 9, ils ont un problème d'ego. Vous verrez, chaque fois, chaque type représente quelque chose qui est au niveau, sur le plan cosmique, qu'on retrouve à tous les plans. Et chez l'être humain, ça va se marquer de cette manière-là. Donc chacun est porteur d'un rayon de la source originelle. Et le 9 représente la source elle-même. Et donc quand on est un, on ne sait pas vivre dans la dualité. On ne sait pas y arriver. On ne sait pas choisir. La dualité, ça veut dire quoi? Se positionner, choisir, dire ce qu'on veut, regarder la dualité, c'est-à-dire le bien et le mal. Et les 9, ça ne va pas faire ça. Il faut qu'ils apprennent. Et donc ils ont tous les handicaps liés à la dualité. Ils ne savent pas gérer le temps, ils ne savent pas s'organiser. C'est vraiment des problèmes typiques au 9. Okay, parce qu'ils représentent l'unité. Par contre, c'est des êtres totalement spirituels, mais non incarnés. Le problème d'ego, c'est qu'ils n'ont pas assez d'ego. Ils n'ont pas assez d'ego. Et à la base, le 9 représente le petit enfant qui vient de naître, qui sort et qui est complètement le bisounours, hein, c'est ça. Donc vous avez des types 9 qui sont des bisounours. Et il va faire le tour de tous les types pour revenir au 9 qui va représenter le sage, l'être accompli. Donc quand vous voyez des 9 de haut niveau et des 9 de bas niveau, ça n'a rien à voir. Rien. Pourtant, c'est le même. C'est ça qui est intéressant de voir. Okay, donc on verra avec les niveaux les différences qui se mettent en place. Donc avec chaque type, on pourrait dire la même chose. Il y a des 8 de bas niveau, des 8... voilà. Donc le 9 représente... est-ce que vous avez j'ai envie de vous partager avec vous, est-ce que vous avez envie de sentir ce que c'est que quand il n'y a plus rien en fait, quand il n'y a plus de... avant la création, comment on était avant la création? Vous laissez de sentir pendant 2 minutes? Ouais, bien sûr. Oui. Ok. Alors vous fermez les yeux. Et vous allez imaginer que vous êtes dans une pièce toute blanche. Mais blanche de chez blanche, c'est-à-dire qu'on ne voit rien à part du blanc, de la lumière. Vous êtes dans une pièce de lumineuse. Vous êtes dans ce blanc-là, et il n'y a absolument rien, aucun mouvement. C'est-à-dire que votre corps ne bouge plus. Il est totalement immobile. On pourrait dire que si vous prenez un peu plus de temps, votre respiration aussi petit à petit disparaîtrait, tellement elle deviendrait fine. Et il n'y aurait plus aucun mouvement à l'intérieur de votre mental, parce que vous seriez tellement concentré sur la respiration qu'en fait votre mental ne bougerait plus non plus. Donc il n'y aurait que cette respiration. Cet état, c'est l'état qu'on trouve en méditation profonde, où vous disparaissez totalement, c'est-à-dire que votre conscience disparaît, à un moment donné. Alors je vous ramène parce que sinon vous allez y partir, et c'est pas le but, mais vous pouvez faire cet exercice-là, et vous aurez cette sensation de pénétrer de plus en plus à l'intérieur de vous jusqu'à disparaître. D'accord? Donc à chaque fois on revient à l'unité. On peut y aller à n'importe quel moment, on peut revenir à l'unité, tout le temps. Par méditation ou autre pratique. Maintenant, vous êtes dans cette unité-là, tout est blanc, et on ne sait pas comment, pourquoi, tout d'un coup, un point noir va apparaître dans cette pièce blanche. Un point noir apparaît. Et là, tout d'un coup, le fait que le point noir apparaisse, la conscience s'ouvre. Il dit, tiens, il y a un point noir. Enfin, tiens, quelque chose est apparu. Donc la conscience apparaît parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas là avant. Et ce point noir va se déplacer dans la pièce. Et tout d'un coup, votre conscience va dire, tiens, il y a de l'espace. Et tiens, il met un certain temps à se déplacer. Vous voyez le truc? Avec la conscience et le point noir, tout d'un coup, vous avez le temps et l'espace qui a été créé. Ok? Ce point noir, c'est ce qu'on appelle la dualité, c'est-à-dire l'ombre, dans le yin et le yang, vous trouvez ce point noir en fait. C'est grâce à ce point noir que la conscience est apparue. S'il n'y a pas de point noir, il n'y a pas de conscience. Donc que de la lumière, ça ne marche pas. On aura toujours de la dualité. Mais avec plus ou moins grande. Hein, dans le yin et le yang, vous l'avez plus ou moins grande. Okay,
Donc, ce point noir apparaît, tout d'un coup l'univers se crée, et la conscience qui est une va se fragmenter de différentes manières. Et elle va se fragmenter d'abord dans ce qu'on appelle, elle va s'incarner, se fragmenter dans ce qu'on appelle le cristal, ou la matière, enfin la terre, les cristaux en fait. C'est la première chose qui apparaît, c'est les cristaux. Et en physique quantique, en fait, excusez-moi, pas physique quantique, mais dans la géométrie sacrée, en dessous de la source, qui est père-mère, ou qui est masculin-féminin, vous avez le trône. Le trône, c'est le trône de Métatron. Et Métatron, c'est la première forme complexe qui est apparue, après le cercle, la géométrie sacrée. Et Métatron, c'est le maître d'information. C'est grâce à lui que toute la conscience circule partout. Et elle circule à travers les cristaux. Et, je ne sais pas si vous le savez, mais dans votre corps, il y a M. Béchamp, qui était un grand docteur et chercheur, qui avait découvert que dans notre corps, nous avions ce qu'on appelle des microzymas, qui sont des minuscules particules, enfin des choses très très petites. C'est ça qui construit tout notre corps, de A à Z, qui construisent les cellules, les bactéries, qui construisent tout. Qui n'a rien à l'extérieur, que tout est fait par ces cellules-là. C'est très intéressant. Et à l'intérieur de ces micros, qu'on arrive à voir au niveau avec comment on appelle ça, on arrive à les voir. Et au centre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un cristal. Au centre de ces trucs-là. Et on se rend compte qu'au centre de toute chose, il y a toujours des cristaux, aussi petits que ce soit. Dans le cristaux, c'est par là que la conscience circule. C'est intéressant à savoir. Et je fais une petite aparté pour ce qui se passe aujourd'hui. M. Béchamp disait que les virus n'existaient pas. C'est Pasteur qui a dit qu'ils existaient. Mais Béchamp, qui était un Pasteur, on va dire qu'il était quand même considéré comme un imposteur à l'époque. Béchamp était une personne très reconnue. Et c'est l'autre qui a gagné. Mais Béchamp disait qu'il n'y avait pas de que tout se passait à l'intérieur de notre corps, que les maladies se naissaient à l'intérieur, il n'y avait pas de virus, il n'y avait pas tout ça. C'était ce qu'on appelle les virus aujourd'hui, c'est les déchets, les signaux d'alerte qu'envoient les microzymas, quand quelque chose ne va pas dans le corps. Ils projettent un déchet qui va être pris pour ce qu'on appelle, qu'on peut revoir comme étant un virus. Mais ça vient de notre corps qui dit attention, danger, on alerte les autres, il y a un danger, quoi. Il y a un déséquilibre dans le corps. Donc si ce truc est rejeté, c'est un message va dans notre corps voisin, et que l'autre il va envoyer le message, et là il peut y avoir inflammation, quoi. Mais ce sont que les gens qui sont, on va dire, dans un état de déséquilibre et très toxique qui tombent malades. Vous voyez? Et les gens qui ont une bonne santé, qui s'aiment, qui ont un bon système immunitaire ne tombent pas malades en fait. Donc c'est juste parce que le message qui ressonne ne rentre pas en résonance. Ouais, c'est notre manière de voir les choses. Je ne vous dis pas que c'est la vérité, mais c'est une manière de voir les choses très intéressante. Donc en fait, ce qu'on voit, ça n'a pas du tout la même fonction. En fait, c'est un message qu'on envoie. Donc, tout ce qu'on fait, c'est vraiment un peu n'importe quoi par rapport à ça, si vous comprenez ça. Donc, la première manifestation va se faire avec, je vais vous le faire là. Donc vous avez l'unité qui est une, et puis vous avez des fragmentations à l'intérieur, des grosses fragmentations. Et ça, vous avez tous les cristaux qui existent, le saphir, l'émeraude, voilà, vous avez tous ces trucs-là. Donc là, la conscience, c'est pour ça qu'on dit que le minéral est toujours en état d'extase. Il est très très proche de l'unité. Donc il y a très peu de conscience dans le minéral. Il est toujours en béatitude. Si vous arrivez à contacter votre minéral, vos os à l'intérieur de vous, vous tomberez en béatitude. Ok? Donc plus vous allez infiniment petit en vous, et plus vous touchez, quand vous touchez le minéral, c'est la béatitude. C'est génial. Hein? D'accord? Donc, mais il y a un petit peu de mental qui est là. Mais c'est pour les gens qui connaissent les différents états, on va dire que c'est l'état bouddhique. Et en dessous, vous avez ce qu'on appelle l'état mental et l'état astral. Et donc vous avez le minéral, qui est représenté par le chiffre 8. Parce que le 8, c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment dans la matière, qui incarne la matière, la force, la puissance. Et c'est vraiment le monde minéral. D'accord ? Et après, vous allez vers le 7, et le 7, ça représente quoi? Ça représente plutôt le monde astral, le monde végétal. Le végétal, avec où naissent les sentiments, où commencent à naître des émotions. C'est votre votre plante intérieure qui fait ça, en fait. C'est le réseau nerveux, c'est la plante chez vous, chez nous. Ok? Donc c'est elle qui gère tout le système émotionnel.
Et c'est représenté par le 7 qui, lui, est tout le temps en train de rechercher des sensations, des émotions, du plaisir, voilà, qui est toujours dans cet état de recherche constante, de liberté, mais beaucoup de plaisir. C'est l'épicurien de base. Et il est dans ce monde, il est beaucoup dans le mental, il capte beaucoup d'informations qu'il a envie de partager à tout le monde. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est du 7, c'est un journaliste, le 7. Et donc cette énergie, elle va se fragmenter en des trucs encore plus petits, voilà. Et ces ensembles de structures, par exemple celle-là, la structure, ça peut représenter tous les êtres d'une région. Celle-là, ça va être tous les boulots. Celle-là, ça va être tous les mimosas, je dis n'importe quoi. Et à chaque, pour espèce, vous avez un esprit, qu'on appelle des devas. Vous avez déjà entendu parler, peut-être dans les différentes religions, on parle de devas. C'est des maîtres esprits qui gèrent tout un ensemble de végétaux. Et ensuite, on fragmente un petit peu plus là-dedans, la conscience se fragmente, et chaque fois qu'elle se fragmente, elle cherche des entités plus petites, enfin pas plus petites au niveau taille, mais des entités qui peuvent faire de plus en plus de choses, qui peuvent exprimer le tout en fait. Vous voyez? C'est-à-dire qu'un végétal peut faire beaucoup plus qu'un minéral au niveau du mouvement. Et l'animal qui arrive peut, c'est une plante qui bouge, qui se meut, vous voyez. Donc elle peut faire beaucoup plus de choses. Donc chaque fois, dès que l'habitacle porteur, parce que ce qu'on est, le corps humain, le corps mental et le corps, on va dire, astral, enfin pas le corps astral, le corps émotionnel, ce sont des véhicules. On a trouvé des véhicules imbriqués, l'un dans l'autre. Okay, plus ils sont sophistiqués, plus la conscience elle peut rentrer à une seule unité. C'est pour ça qu'il a fallu attendre l'homme pour qu'il n'y ait qu'une conscience par véhicule. Ce qui n'était pas le cas dans les végétaux et dans les animaux. Et dans les animaux, qui est représenté par le chiffre 6, les animaux, vous avez remarqué qu'il y a aussi plusieurs formes. Vous avez les bancs de poissons qui ont des consciences de groupe mais avec beaucoup de monde. Puis vous avez les troupeaux et puis vous avez les meutes. Donc ça veut dire que plus vous allez dans des structures petites, plus il y a de conscience. Plus les êtres sont sophistiqués. Les loups, les troupeaux d'éléphants sont des gens beaucoup plus sophistiqués que des troupeaux de bovins ou de vaches. La conscience est plus fine. Ok ? C'est pour ça que les animaux d'élevage qu'on a, les chiens, les chats, ben, ils apprennent à être humains. Pourquoi ils sont avec nous? Parce qu'ils apprennent à être humains. Ils ont décidé de devenir humains à la vie suivante, donc ils viennent nous voir comment on fonctionne. Et la prochaine fois, ils seront des humains assez animaux. Enfin, des jeunes humains un peu foufous. Ok? Et en fait, on passe par tous ces cycles-là. Et donc, les 6, eux, ça représente le monde tribal. C'est vraiment l'animal, la tribu. Hein, ils fonctionnent tout le temps en tribu, les 6. Et c'est les traditions aussi, la sécurité. Parce que l'animal, il est quand même tout le temps un petit peu dans la peur, par un prédateur ou autre. Et dans les 6, ils sont tout le temps un peu toujours dans le module de la sécurité. Est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que je vais avoir ça à manger? C'est vraiment ils sont bloqués assez là-dessus. Et donc, ils sont assez grégaires, ils ont besoin de sécurité. Donc, vous avez les 6 phobiques et les 6 contre-phobiques. Les 6 phobiques, c'est les fonctionnaires, en gros, qui aiment bien obéir aux lois, qui ne discutent pas, qui mettent le masque, qui font tout ce qu'on leur dit, en gros. Hein. Et parce qu'ils ont peur, donc ils cherchent une autorité qui leur dise quoi faire. Hein. On en trouve beaucoup dans les religions plutôt. Et le 6 contre-phobique, c'est la partie qui défend le groupe. C'est les syndicalistes, c'est les gens qui vont, les gilets jaunes qui sortent, qui vont militer. Voilà, c'est vraiment, je vais défendre le groupe contre quelqu'un qui veut l'attaquer. Là, c'est les puissants, c'est le gouvernement qui attaque les groupes. Voilà, eux, ils sortent. C'est les défenseurs. Et un phobique peut devenir contre-phobique s'il est en position vraiment où il peut pas, la soumission, ça va trop loin. Il peut devenir d'un jour au lendemain contre-phobique. Et dans les couples, ça donne des doubles personnalités. C'est assez étonnant d'ailleurs quand vous êtes avec quelqu'un qui est 6. On voit vraiment une double personnalité. Dès qu'on met un 6 en insécurité, il devient quelqu'un d'autre. C'est l'instinct cerveau-reptilien qui prend le dessus et c'est fini, on ne peut pas discuter. Et tu
disais que le 8, le 7 et le 6 correspondaient à des corps. Le 8, c'est le corps bouddhique. Tu as le corps mental et le corps astral. Le 7, c'est le corps mental et le 6, c'est le corps astral. Le corps astral. Le 6, c'est le corps astral. C'est le monde de l'animal, le corps astral. Hein. Ça correspond au corps émotionnel? Oui, le corps émotionnel. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont... C'est pour ça qu'ils ont une émotion de ouf. On dit que les animaux n'ont pas d'émotion, mais ils en ont beaucoup plus que nous. Beaucoup plus. On ne se rend pas compte. Ils n'expriment pas comme nous. Ils sont vraiment beaucoup d'émotions émotionnelles et ils peuvent capter énormément d'informations. Donc ils savent très bien qui vous êtes, comment vous fonctionnez, ils vous connaissent par cœur. Ils vous voient, c'est bon. Vous ne pouvez pas leur cacher rien du tout, un ami. Et c'est tout. Et après, on va descendre vers le monde des 7. Excusez-moi, des 5 plutôt. Donc, on était dans le monde animal, humain, le monde tribal, et on arrive dans le monde humain, le mental homorus. L'homme mental, d'accord, qui intellectualise tout et qui est coupé de la nature. Ok. Et le 5, il est vraiment assez connu pour être vraiment beaucoup dans le mental. Alors que par nature, c'est un être hypersensible. Il a beaucoup de sensibilité, simplement, il ne sait pas du tout la sortir et l'exprimer. Donc il exprime dans son imaginaire, hein. Ça se transmet à beaucoup de choses mentales chez lui, hein, chez le 5. Donc problème de relationnel énorme, problème corporel aussi, difficulté à gérer son corps et l'émotionnel parce qu'il ne connaît pas. C'est Monsieur Spock. Le 5, d'accord. C'est beaucoup d'autisme aussi, c'est une forme d'autisme. Donc il y en a qui sont des Asperger, excusez-moi, qui sont des hauts niveaux, il y a de tout dans les 5. Et ça va jusqu'à l'autisme qui est complètement enfermé en son monde et qui ne peut pas bouger. Donc là on arrive à une conscience, on pourrait dire qu'on est là quelque part. Hein. L'humanité, voilà, elle est entre ça et ça. Bien que cela existe aussi. Hein. Les prédateurs, les super prédateurs, les 8 aussi. Là, le niveau bas, ce sont les super prédateurs. Et eux, c'est les prédateurs sexuels, le niveau bas. Donc ils y sont. Hein, donc, mais il n'y en a pas beaucoup.